Et on reçoit tout de suite Yumi Celia au micro de Marine. Merci d'être là. Donc, je suis avec Yumi Celia qui est avant tout joueuse de taiko, mais aussi géologue, née en France mais elle a grandi au Japon. Et aujourd'hui elle est là pour nous parler du taiko. On a eu l'occasion de l'entendre et de la voir jouer parce que c'est quand même un instrument au-delà de l'écoute qui est aussi impressionnant dans la disposition corporelle qu'il demande. T'as joué samedi, tu devais jouer pendant le bivouac, finalement c'était dans l'église de Valorcine, ouais. Mais pour le moins pas moins magique parce que finalement il y a eu des belles improvisations, voilà, tu vas nous en parler juste après. Donc déjà, est-ce que tu peux nous raconter ce qu'est le taiko ? Alors le taiko, c'est des tambours japonais, c'est des assez gros tambours qui ont un son puissant. Ils sont faits normalement, donc les plus gros sont faits dans un tronc d'arbre qui est creusé. Et ensuite on met une peau clouée par-dessus, donc il y a une peau de chaque côté. Ça c'est un type de taiko. Et il y a d'autres types de taiko qui sont faits avec des planches de bois collées ensemble avec un angle voilà, pour finir en cercle. Et avec des peaux de chaque côté qui peuvent elles être cousues autour d'un anneau en fer. C'est quoi comme type de peau ? Alors il y a des peaux de vache pour la plupart, mais il peut aussi y en avoir en peau de cheval. Toi, je sais que tu as fabriqué tes taiko, ce qui est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as désiré te les fabriquer ? Et puis peut-être comment tu as fait pour obtenir certains objets ? Ouais. Alors j'ai fabriqué mes taiko quand j'étais étudiante à Montréal. Et un taiko, ça coûte très cher. Un taiko c'est 3 000, 4 000, 5 000, 6 000 euros. Et j'étais étudiante à Montréal et j'avais pas une thune. Donc si je voulais avoir mes taiko, la seule solution c'était de les fabriquer. Et je savais que c'était possible parce qu'en Amérique du Nord, il y a beaucoup de gens qui fabriquent leurs propres taiko. Et donc j'ai regardé sur internet, j'ai cherché, voilà, qu'est-ce qu'il fallait faire au niveau du bois, qu'est-ce qu'il fallait comme peau. Et après ça a été la recherche de tous les matériaux qu'il fallait. J'ai récupéré, mon grand-père, mon pépé a récupéré pour moi un tonneau de vin en fût de chêne petit dont j'ai fini par faire un taiko. Donc le tonneau il a été récupéré en France, il est allé à Montréal. Je me suis fait aider par des amis ébénistes, bref. Et ensuite les pots, c'était un joueur de taiko et fabricant de taiko qui est à Burlington aux États-Unis, dans le Vermont, qui m'a commandé les pots et m'a donné des pots. Voilà. Et après c'était les anneaux de fer pour un autre taiko. Donc les taiko où c'est l'assemblage est fait sur les côtés, ouais. Pour tendre les deux pots. Pour mettre les morceaux de bois sont mis ensemble pour voilà. Et les anneaux de fer, donc pour coudre les pots dessus. Et c'était le truc introuvable ou alors super cher au Japon. Et j'ai dû aller, c'était à Montréal. Je sais que tu connais Montréal, mais en fait, il fallait prendre le métro, aller à la gare Jarry, ensuite prendre un bus jusqu'à la fin de la ville. Tu commençais à voir qu'il y avait de moins en moins d'immeubles et aller jusqu'à l'atelier de fer central où tu tombais sur un gars qui disait « Oui, tu veux quoi ?» C'était $25, voilà. Donc quand même, un projet collaboratif, intergénérationnel, international. Ouais. Quand même, c'est pour ne pas mettre trop d'argent finalement. Quand même. Il y a eu des ratés aussi. Oui, j'imagine. Des pots à tremper dans les baignoires, bref. Il a une grande aventure. Et tu saurais en refabriquer maintenant ? Ouais, je ferais... je prendrais les enseignements de mes ratés pour faire ça mieux. Et j'ai 2 tonneaux qui m'attendent ici, donc en châtaigne, en bois de châtaigne. C'est des tonneaux faits par un tonnelier de pas très loin. Et je voudrais faire 2 taiko pour pouvoir commencer à enseigner le taiko dans la vallée. Mais Et là, tu joues avec combien de taiko ? Alors là, j'en ai 2 qui viennent du Japon, qui ont été fabriqués par la fabrique de taiko ancestrale Miyamoto, qui est basée à Tokyo. Donc ça, c'est le plus grave, celui qui a le plus gros avec le son le plus grave que j'ai à droite. Ensuite, et le petit au milieu, qui a un son très aigu, petit. Et après, celui que j'avais à ma gauche en diagonale et qui a la peau clouée, celui-là, c'est celui que j'ai fait avec le tonneau. Voilà.
Et comment t'as été amenée à t'intéresser à cet instrument, parce que c'est quand même un instrument très très ancien? Alors, j'ai pas trop eu le choix au départ. Donc, je suis née en France, ma mère est française, mon père est japonais. Et on a grandi au Japon, mais on allait à l'école française. Et nos parents cherchaient, pour mon frère et moi, une activité à faire en contexte japonais. Et on est tombé sur un festival à Tokyo, dans un sanctuaire magnifique où il y avait des taïkos. Ils se sont dit, super. Mon frère, il était à fond, il voulait faire du taïko. Et moi, j'ai pas vraiment choisi. On est allé à une répétition, ils m'ont donné des baguettes et après, voilà, c'était ça. Mais t'as adoré? Au départ, je détestais. Au départ, je voulais pas être là. J'aurais préféré, regarder la télé à la maison. Mais de fil en aiguille, surtout au moment où on a eu un prof très intéressant qui nous a poussé plus qu'avant. C'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment commencé à aimer le taïko. Les personnes passionnées qui passionnent. Ouais. Et Yumi, Marine le disait au début, ça demande une disposition corporelle très, très particulière. Nos auditeurs et nos auditrices le voient pas, bien entendu, on est à la radio, mais quand tu joues, tu as un maniement des baguettes, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais très particulière. Est-ce que ça fait partie aussi de cette culture du taïko, justement tout ce maniement et tout ce protocole quand tu joues? Ouais, ça fait complètement partie du taïko en fait. Pour le taïko, voilà, tu tapes dessus, tu as un son, mais c'est tout le mouvement en fait qui va vers le son qui est important pour justement pouvoir avoir le son le plus net possible, le plus net possible, le plus profond, en fonction de comment tu frappes, tu vas avoir un son complètement différent. Il faut pas laisser ta baguette appuyer sur la peau, il faut avoir le rebond. Et au niveau des mouvements, il y a un côté qui a évolué, je dirais, en parallèle avec les arts martiaux. Parce que ça dépend des régions, mais notamment on dit que pour l'île de Hachijo, où il y a une façon de jouer du taïko très spéciale avec des mouvements de baguettes, et c'est très... En fait, c'est combatif, en même temps gracieux. Exactement. C'est très... Mais parce qu'il y aurait eu des gens qui étaient exilés, donc de l'île principale, qui se seraient réfugiés sur l'île de Hachijo, et pour continuer en fait à s'entraîner au combat, ils faisaient du taïko. Et parce que traditionnellement, c'est joué où le taïko? Dans quels endroits au Japon? Alors il y en a un peu partout au Japon, avec des styles différents. Alors, moi j'ai appris à Tokyo, où on a le style avec le taïko, il est posé en biais, et puis des mouvements assez grands. Mais par contre, dans tout le Japon, tu as différentes personnes qui se sont emparées de l'instrument et que ça a évolué, en fait, ça fait partie de la culture. Et vraiment, dans tous les arts folkloriques, tu as des instruments qu'on appelle taiko. Taiko en japonais, ça veut dire tout simplement tambour. Et donc, tu as des ensembles, danse, taiko, flûte. Tu as des taiko tout seul ou des taiko avec des masques où ils jouent, c'est théâtral et ils jouent les démons qui jouent le taiko. Enfin, tu en as de toutes sortes, vraiment. Est-ce que vous jouiez en groupe avec ton frère aussi? Ouais. Alors, quand on a appris le taiko, nous, c'était dans un groupe de taiko. Et ça, c'est les groupes de taiko avec que du taiko, qu'on appelle kumi taiko. C'est quelque chose qui est assez récent, finalement. Ça date des années 50, après la Seconde Guerre mondiale, où ça a commencé à se développer. Pour ce qui est des taiko de Tokyo, c'était l'école mère de là où j'ai commencé à apprendre, où ils ont commencé... en fait, c'était des gens qui étaient super bons, mais qui jouaient dans les festivals l'été, pour la fête des morts, ce qu'on appelle Bon Odori, donc Bon Daiko, le taiko de la fête du Obon. Et ça, c'est très spectaculaire, et chacun essaie de se faire remarquer par rapport aux autres en faisant des trucs un peu différents. Et eux, ils ont commencé à jouer avec du jazz ou d'autres types de musique. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a du kumi taiko
Donc des groupes de taiko qui ont commencé à se développer, et pas que à Tokyo, aussi ailleurs au Japon. Au départ, tu as une formation de géologie, tu es allé jusqu'à la thèse. Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui à consacrer au final ta vie plutôt au taiko, parce que tu joues dans un spectacle qui s'appelle Volte-Face Innocence, avec de la vidéo, du texte aussi. Tu as fait l'exposition universelle pendant 6 mois l'année dernière à Dubaï pour représenter le taiko. Tu as un duo aussi de violon avec une violoniste ici, et un trio avec des personnes que tu as rencontrées à Dubaï. Donc finalement, ta vie là se consacre de plus en plus à la pratique du taiko. C'est un choix ou c'est la vie qui t'a amené là? C'est un peu les deux, on va dire. C'est à la fois un choix, à la fois la vie m'a amené là. Après, le taiko, c'est devenu une passion à partir du moment où j'avais à peu près 15 ans. Et je savais que j'allais continuer à faire du taiko toute ma vie. Alors après, c'était pas forcément ce qui était mon activité principale. Et donc j'ai eu des moments où j'allais plus vers le taiko, des moments où j'allais plus vers la géologie. Et au moment de ma thèse, j'ai vraiment ressenti le besoin de faire plus de taiko, parce que ça me prenait tellement de temps, les études, la géologie, la recherche. J'avais plus assez de temps et je pouvais plus trouver en fait mon équilibre entre la recherche académique et ma passion pour le taiko. Et donc je me suis dit plus de taiko. Tu t'es dit surtout je vais venir à la montagne faire du taiko, comme ça j'ai la géologie face à moi et je peux faire mon instrument. C'est ça. Peut-être nous parler de ton expérience aussi à l'exposition universelle à Dubaï. Tu as joué quand même pendant 6 mois quasiment tous les jours. Ouais. Je pense que c'est une expérience qu'on vit qu'une fois, à moins que tu intègres un jour un orchestre de taiko, mais ça n'existe pas vraiment. Orchestre de taiko aussi, ouais, oui. Au Japon. Au Japon, mais aussi... En France ça existe? Alors en France, je sais pas, il y a des groupes de taiko en France, et des groupes de taiko en Europe, et des groupes de taiko en Amérique, enfin partout. Oui, j'ai vu partout dans le monde, mais en France, en tout cas, c'est pas hyper répandu. De plus en plus. Ouais, et tu vas peut-être toi-même transmettre cette connaissance. Donc oui, ma question c'était l'exposition universelle à Dubaï. Qu'est-ce que ça t'a fait de jouer de cet instrument pendant 6 mois, quasiment tous les jours? C'était incroyable de partager cette expérience avec 50 autres musiciens et musiciennes. On a été recrutés en plein Covid pour aller jouer à l'Expo universelle qui se tenait à Dubaï. Et 50 musiciens du monde entier qui jouaient de toutes sortes d'instruments. Tu avais un groupe un groupe de rock, on va dire, mais avec aussi des cuivres, un big band, quoi. Et aussi différents petits groupes de musique où on pouvait en fait collaborer avec des gens avec qui on avait envie, donc des Indiens, une Indienne qui jouait du sarod, avec qui je voudrais vraiment continuer de jouer, violoncelle, et j'avais un groupe avec 2 violonistes incroyables. Tu peux peut-être nous en parler? Ouais, on s'appelait Strings and Beats. Et on jouait de toutes sortes de musique, fiddle, rock, folk, pop, du jazz aussi. Et c'était vraiment incroyable de jouer en fait tous les jours avec des gens incroyables. Aussi là, actuellement, ici, tu as créé un duo. En tout cas, tu joues régulièrement, et même cet été, tu t'as été faire de la musique aussi jusqu'à la Suisse, j'ai vu. Ou à la frontière en tout cas, avec la violoniste. On est allé à Megève. Ouais, à Megève, du coup. Ouais, pas plus loin finalement. Ok. Je crois que c'était allé jusqu'en Suisse, mais vous avez aussi fait des représentations à Chamonix. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui va perdurer? Est-ce que vous avez des concerts de prévus prochainement? Alors, prochainement, on n'a pas de concert de prévu, mais on continue de jouer ensemble. J'ai eu la chance de jouer ici depuis que je suis là, donc j'ai rencontré Kaoli, la violoniste, et on a joué ensemble aussi avec des musiciennes incroyables de violon en montagne, donc Claire, Sonia et Kaoli. On a fait un concert à Rabbit on the Roof, le Moulin des Artistes, qui était vraiment une grande réussite. On a joué aussi à l'église du Plateau d'Assy. Et je pense que ça va continuer, en tout cas je l'espère. Il y avait un très beau concert aussi samedi avec Abdullah Minyawi, complètement incroyable, qui est un chanteur, poète, acteur, trompettiste égyptien. J'ai vu que tu étais assez ému. Enfin, en tout cas, tu avais l'air touché de la connexion. J'ai l'impression que c'était assez beau ce qui s'est produit.
Est-ce que vous étiez entraîné quand même dans la journée ou la veille? Pas du tout. En fait, la veille, il y avait le cabaret des ours et Abdullah était venu pour voir la nuit des ours, mais donc il était au cabaret des ours. Et je vais le voir en disant, pour savoir un peu comment on fait. Et on est tombé d'accord sur le fait que, vu qu'on ne pourrait pas vraiment se préparer, autant profiter de l'improvisation du moment. Est-ce que tu auras l'occasion de rejouer avec lui, tu penses? Ce serait cool, ce serait chouette, on reste en contact, mais voilà. C'était vraiment... Affaire à suivre. Ouais, c'était vraiment incroyable. Peut-être tu peux nous présenter cette musique sur laquelle on terminera l'émission. Ouais, alors c'est une musique, un morceau qu'on a enregistré avec Early Bird et Tomo Newton pendant qu'on était à Dubaï. Notre trio s'appelle Call Me Maestro et c'est une reprise d'une chanson folklorique japonaise qui s'appelle Sorambushi. C'est une chanson de pêcheurs à la base, de pêcheurs de Hokkaido, donc l'île du Nord, un climat plutôt froid. Et on a aussi filmé un clip dans le désert, donc complètement à l'opposé de l'origine de cette chanson. Mais pour moi, ça avait un sens de faire ça dans le désert, parce que déjà, dans le désert, tu as les dunes de sable qui rappellent les vagues. Et pendant toute la période où j'étais à Dubaï, j'avais un questionnement sur tous ces musiciens. En fait, on venait de différents endroits du monde avec des traditions et avec une histoire, une culture. Et tu arrives à Dubaï, c'est l'Expo universelle, et le thème, quand même, c'est le futur de l'humanité. Et tout ça allait beaucoup vers l'exploration martienne, comment s'adapter sur une terre où, en fait, c'est le désert comme à Dubaï, donc. Et je me demandais, est-ce que même quand sur Terre ou sur Mars, en fait, il n'y aura plus que du désert, est-ce qu'on continuera quand même de chanter ces chansons qui viennent de loin? Ouais, c'est une belle question. Et peut-être nous parler du nom du groupe. Je crois qu'il y a une histoire derrière. Alors, on s'appelle Call Me Maestro. Au départ, on s'appelait pas comme ça, mais on a eu des soucis avec notre directeur artistique qui était pas vraiment là pour s'occuper de nous, mais qui voulait qu'on l'appelle Maestro. Et on s'est tellement pris la tête qu'on a décidé finalement de s'appeler Call Me Maestro. C'est vous les maestros. C'est maintenant à vous, et je vous invite vraiment à aller voir le clip aussi, qui est vraiment incroyable. Merci Yumi.